Cette histoire de Takaushite de Lame Deer m'avait quand même, enfin, m'avait laissé des regrets. Et en même temps, des regrets je devais laisser parce que je pouvais pas, j'avais pas le choix. Mais c'est clair que si j'avais été seule, j'aurais fait des ménages. Ça aurait été formidable. Pas combien de temps j'aurais pu tenir, mais j'aurais fait ce qu'il fallait faire pour avoir des enseignements parce qu'avec lui, il y avait un respect. C'est-à-dire ce qui se passait la nuit avec les enfants fleurs de Californie, ça, avec moi, c'était tout à fait à un autre niveau. De ce côté-là, je tenais quand même à une distanciation, j'ai toujours fait ça. Donc ça m'intriguait tout ça. Je suis rentrée, à l'époque j'étais toujours à Paris, j'enseignais à Nanterre, à Vincennes, je suis donc rentrée. Et à l'époque j'avais déjà commencé à travailler sur le phénomène de l'homme-femme, du berdache, qui existe en Amérique du Nord. Et l'homme-femme, le terme que l'on donne chez les Navajos ou chez les Chippewa, Ojibwa ou autres, ça veut toujours dire, ça veut dire homme-femme, celui qui est homme et femme en même temps. C'est-à-dire celui comme chez les Navajos, qui connaît tout des hommes et connaît tout des femmes, et qui dans le mythe de l'émergence de l'humanité, c'est celui qui va emmener l'harmonie, parce qu'il sait pourquoi les femmes se querellent, pourquoi les hommes se querellent, pourquoi les hommes et les femmes se querellent, et donc lui, il arrive à ça. Donc j'avais commencé à faire des recherches, et sur ces recherches, je les faisais au Musée de l'Homme, parce qu'à la bibliothèque du Musée de l'Homme, ils avaient toutes les publications du 19e siècle, du Smithsonian Institution, des bulletins d'ethnologie. Et où il y avait les textes d'Elsie Clou Parson, de tous ces gens, Margaret Mead, de tous ces gens extraordinaires, Margaret, c'est plus tardif évidemment, des gens extraordinaires qui faisaient du terrain, qui étaient envoyés par Kerber, par d'autres qui faisaient du terrain dans le sud-ouest, au Canada, évidemment sur la côte nord-ouest, Boas, etc. Tous ces grands précurseurs, etc. Donc, qui avaient tous des choses à dire. Donc, j'ai relié tous ces textes-là pour faire un texte sur le phénomène du berdage en Amérique du Nord. Et j'avais fait un séminaire à Nanterre où j'avais exposé mon projet. Puis il y avait une ethnologue, je ne donne pas son nom, là, on ne donne pas un nom comme ça, mais qui m'avait dit, mais ma pauvre, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec tout ça? Puis je m'étais dit, mais je vais faire quelque chose. Et effectivement, j'ai fait quelque chose parce que j'ai fait un texte assez long en ramenant les documents ethnographiques de l'époque et l'interrogation qu'on se pose, le questionnement qu'on se pose. Et le texte est paru donc dans la revue Libre et puis qui a été traduit, ça j'étais très fière de ça, qui a été traduit par après dans la revue d'Octavio Paz, Vuelta, en compagnie de gens vraiment très honorable, très bien. Donc j'étais très, très contente. Donc le texte est paru, et paraît-il, chez Bayeux, comme a dit, que le numéro s'est vendu comme des petits pains, parce que c'est tout à coup, les gens découvraient ça, découvraient quelque chose, un phénomène qui était particulier, qu'on avait vu aussi dans des films comme Little Big Man, c'est pas inconnu là, mais disons que j'avais commencé par ramasser tout ça. Je dois dire aussi que depuis les écrits sur ce thème, on fait Flores, là il y en a beaucoup, si tu regardes sur internet, tu vas en trouver beaucoup, mais moi je suis contente d'avoir été comme un précurseur de ça. Je suis contente d'avoir fait, et une fois que c'est fait, c'est fait. Ce que je veux dire là-dedans aussi, c'est que quand on travaille sur des sources primaires, ou dans ce cas-là c'était des sources primaires ou des sources qui étaient du 19e siècle, presque archivistiques, on arrive à trouver des trésors. Et c'est très intéressant aussi. Donc, j'ai toujours travaillé sur des sources primaires. J'ai fait la même chose pour les récits de captivité. Mais ça vient plus tard. Mais les récits de captivité, c'est une édition savante que j'ai faite du récit de Tanner. Là, la présentation, j'aime pas, mais c'est une édition savante, une traduction. Mais j'ai aussi un nombre très important d'archives. Je ne sais pas si je peux aborder ça, ou on avait dit qu'on aborderait autre chose, mais je peux aborder ça en passant parce que ce qui s'est passé, c'est que j'adore ça, mais j'ai ramassé beaucoup. Alors j'ai par exemple du côté, quand j'ai fait les planches de l'Atlas historique du Canada pour l'Université de Montréal et Toronto University Press, avec mon assistant de recherche que j'aimais beaucoup, Frédéric Castel, alors on a vraiment
construit pour le 19e siècle, début 20e, une chemise par réserve au Canada. Je ne parle pas du Nord parce que ce n'était pas des réserves à l'époque. Et alors, tous ces documents-là, ils sont tous bien rangés. J'ai 10 boîtes de documents des réserves du 19e, début 20e, qui sont au sous-sol dans un endroit très sec, là, très bien entretenu. Alors je le dis, si jamais ça intéresse quelqu'un, je serais ravie de pouvoir leur passer ou passer dans un centre de recherche, d'avoir ces boîtes qui sont très bien organisées avec une chemise par réserve pour quelqu'un qui voudrait savoir comment c'était avec des textes, là, puis la carte originale, etc. Copier, une photocopie de la carte originale. Ça, c'est un document. L'autre aspect aussi, bon, Révillon, ce que j'ai trouvé à l'époque, il y a des choses qui ont été trouvées plus tard, mais moi, quand je suis allée l'été, j'ai aussi une boîte de documents de Révillon ainsi que des photos. Pour les récits de captivité, j'avais cette amie très chère, Helen Leacock, à New York, qui m'avait fait parvenir les récits de captivité qui ont été publiés par la maison Norton plus tard. Donc j'ai toutes les copies là qui sont. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, je pourrais leur passer. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme j'ai eu les yeux trop grands, ou des moments où j'aurais eu le temps, mais dans la vie, il y a tout à coup des interférences, des occasions, des choses qui t'arrivent, qui t'empêchent de continuer de travailler, ce qui s'est passé dans mon cas. Donc je n'ai pas pu, j'ai dû abandonner. Et j'ai aussi dans cette malle qui est là, dans cette cantine, j'ai des archives au sujet des captivités, des relations en Nouvelle-France et aux États-Unis, en français et en anglais, photocopies qui sont là. Donc c'est tout plat. Alors si quelqu'un que ça intéresse, moi je serais ravie de les passer à un centre de recherche, je serais tout à fait ravie. Donc c'est pas tant, voilà, cruche à l'eau qu'elle se casse, pour prendre quelqu'un qui avait les yeux, c'est qu'à un moment donné, j'étais prise dans l'Atlas historique du Canada, qui nous a demandé à tous les deux énormément, beaucoup plus de temps qu'on le pensait, et dont le résultat n'est pas fabuleux. Là, les planches sont là, les 4 planches sont là, mais c'est moins passionnant que je pensais que c'était. Mais c'est-à-dire que si tu veux faire une recherche au départ, il faut avoir tous les éléments premiers en quelque sorte, les sources primaires, les sources secondaires, mais tu ne peux pas te contenter d'aller chercher un atlas qui a été fait en 1970 pour dire moi je vais faire les planches. Tu peux pas. Alors ça prend du temps, c'est long, il faut être disponible, mais des fois on n'a pas tout le temps parce que quand on est prof, quand on enseigne, comme quand je suis revenue ici, je suis rentrée à l'UQAM, au département de géographie, et plus tard je suis passée au département d'histoire. Il n'y a pas d'anthropologie à l'UQAM, mais moi j'avais fait de la géographie, c'est dont je suis très contente d'avoir fait. Ça donne une pensée scientifique, ça, comme je disais tout à l'heure, à cause de la géologie aussi et tout. Donc je suis rentrée là, j'avais des nouveaux cours à préparer. Alors tu arrives, tu as des nouveaux cours à préparer. Mais il n'y avait pas à l'époque, quand je suis allée, il n'y avait pas de cours sur les Amérindiens dans toute l'université. Nietzsche, rien. Ça n'existait pas. Donc il a fallu créer mon cours, c'était facile parce que j'avais déjà enseigné à Nanterre et à Vincennes, mais convaincre de l'utilité en 1981 de l'importance de donner des cours sur les Amérindiens, c'est pas si évident que ça. Ça le paraît aujourd'hui, ça paraît naturel. Donc il a fallu passer parce que l'UQAM est composé d'un département et d'un module. Le département s'occupe des profs et le module s'occupe des étudiants, la direction du module. Donc il a fallu que le directeur du module, qui était sympathique à mon projet, il faut le dire, a réuni un groupe important d'étudiants dans une salle de cours, dans un petit amphi, voyons, pour que je présente ma salade. Je dis, voilà, moi je vais donner des cours, donc je puisse avoir l'assentiment des étudiants pour qu'ils m'autorisent, moi, à préparer des cours sur les Amérindiens. Mais je savais que ça allait marcher parce que j'étais entre bonnes mains. Mais enfin, je veux dire, le processus est quand même différent de celui qu'il y avait quand j'enseignais à Nanterre, où c'était moi qui décidais. Cet automne, j'enseigne les mythes amérindiens. C'est des affaires de personne. Là. Puis ce printemps, au deuxième truc, j'enseigne un autre sujet. Là, ici, tu es obligé d'avant de dire, est-ce que peux-tu enseigner ça, etc. Donc ça a été autorisé.
j'ai donc repris mon cours que j'avais donné à un auteur qui s'appelait le domaine amérindien, que j'ai continué d'appeler le domaine amérindien, mais adapté quand même à toutes sortes de formes, puis tout ce que j'apprenais moi-même à l'époque et tout. Puis après, j'ai créé d'autres cours, mais en histoire aussi. Mais aujourd'hui, des cours sur les Amérindiens, il y en a dans plusieurs départements, à l'UQAM. Ça n'a aucun problème. Il y a des associations d'autochtones. C'est formidable. Mais c'est moi qui, en quelque sorte, ai introduit cette idée, qui était une idée d'une importance primordiale. Ce que je veux dire, c'est moi qui ai introduit cette idée. Un autre l'aurait fait tout autant à ma place. Il suffisait, moi j'étais là à ce moment-là. C'est pas moi l'héroïne, là. C'est pas ça que je veux dire. Vous voyez ce que vous comprenez, je voulais dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais l'autre problème que je trouve dans l'enseignement des autochtones, que j'ai trouvé peut-être encore plus ici, certainement encore plus ici, c'est quelque part, on dirait que l'enseignement sur les autochtones, ou la pensée, ou la connaissance des autochtones, elle appartient comme à tout le monde. J'ai toujours perçu ça, que n'importe qui peut se dire, moi aussi j'enseigne sur les Amérindiens. Ils n'ont jamais vécu chez les Amérindiens, ils ont lu 2-3 bouquins alors qu'il en existe des milliers, que j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu pas mal. Mais on dirait que c'est un sujet qui revient à tout le monde. Et j'avais comme pas ce problème-là, mais j'avais un peu comme cette sensation que le voisin tout autant aurait pu très bien, ou la voisine, l'historienne du 18e ou le géographe du 20e, elle aussi donnait des cours sur les Amérindiens, que c'est ouvert à tout le monde. Et ça apparaissait souvent comme un obstacle, parce que pour donner un séminaire entier d'amérindianité, c'était pas évident. Pourquoi elle ferait ça on va donner les années folles. Je veux dire, ça devenait comme équivalent à peu près n'importe quoi. C'est pas comme ça aujourd'hui. Je pense pas que ce soit comme ça, parce que là, ça a été beaucoup plus implanté, institutionnalisé. Mais quand tu arrives dans un milieu où les gens n'ont pas pensé avant toi de faire un cours sur les Amérindiens, et que toi, tout à coup, tu fais des cours sur les Amérindiens, les gens se disent, ben oui, mais j'aurais pu y penser, moi aussi je suis capable de faire ça. Et ils sont peut-être capables, j'en sais rien, non, mais je dis qu'il y avait comme un sentiment d'appartenance où on venait te dire. Mais ce que je voulais dire aussi dans mes cours sur les Amérindiens, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des cours que les étudiants choisissent, ce ne sont pas des cours obligatoires. Donc les étudiants qui s'inscrivaient à ces cours de culture générale, de l'histoire, des savoirs amérindiens, tels que moi je les connaissais ou j'avais vus, donc étaient des étudiants qui arrivaient, qui étaient favorables, ils n'étaient pas venus pour être désagréables, etc., pour ne pas employer d'autres expressions. Et ce que je faisais aussi à l'époque, on avait un peu d'argent. Dans les années 80, l'université avait plus d'argent que maintenant, je pense, et on pouvait louer un autobus scolaire, un autobus jaune, dans lequel j'ai emmené plusieurs fois, à plusieurs reprises, des étudiants au centre culturel à Kanawake. Alors on était toujours bien reçus. On allait aussi chez les Abénakis, on allait aussi aux archives à Ottawa, parce que je voulais leur donner le goût des archives. Il y a une historienne qui s'appelle, comment elle s'appelle, qui a écrit Le goût des archives, un très joli livre et tout. Le goût des archives, aussi au musée. Et puis, je suis même allée à Shefferville avec des étudiants. Là, on était moins nombreux, ils étaient une quinzaine. Alors on est allé en car, ensuite on a pris un bateau, on a traversé à Bécomo, on a repris un car jusqu'à Sept-Îles. À Sept-Îles, on a pris le train de Québec North Shore, Labrador Mining, jusqu'à Shefferville qui part le jeudi et qui rentre le vendredi. Donc une fois que tu es là-bas, tu es là une semaine, tu vas revenir en train. Mais c'est un voyage fabuleux, hein. Tu traverses vraiment là, des escarres, des régions, des lacs, des grands lacs énormes, là, où tu vois au loin des caribous, ou à certaines saisons, tu vois des ptarmigans. Je l'ai fait ça l'hiver aussi, c'est vraiment extraordinaire. Donc avec mes étudiants et les Inuits donc, qui étaient là-bas, ils étaient à Métémécouche à ce moment-là, et ils ont chacun des familles qui ont accueilli un étudiant. Et ça, c'est des étudiants peut-être
s'en rendaient pas compte, mais ça, c'était un grand, grand honneur. Parce que les Autochtones n'ont pas toujours envie d'avoir des Blancs chez eux, y compris moi-même. Là, je veux dire, on fait partie, comme je veux dire, c'est pas s'imaginer qu'on leur fait un honneur, mais c'est plutôt l'inverse. Et à cette occasion-là, Madame Volant, donc Madame Philomène Volant, parce que j'aimais beaucoup, elle nous a fait un repas absolument extraordinaire de perdrix, de caribou, de poissons pour tous mes étudiants. Elle habitait le lac John et tout, pour recevoir tous les étudiants, parce que c'était une affection, comme une affection merveilleuse. Et quand on est passé à Maniotenam, on est allé voir Nokum, c'était Marie Saint-Onge, la maman d'Anne-Marie Saint-Onge, d'Evelyne, et puis d'Evelyne Saint-Onge, puis l'aînée, comment elle s'appelle, en tout cas, bref, revient. Alors, elle aussi nous a reçus, et pour moi, on nous recevait, je sentais qu'il y avait de l'affection pour moi aussi. Alors, pour moi, c'était d'une importance primordiale. On est tous en manque d'affection, je veux bien croire, tout le monde veut être aimé, là. Pour moi, je me disais, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'était très beau. Puis on était donc redescendus en train, et puis en car et tout, et puis il y avait juste un petit truc dans le train, il y a un étudiant qui avait tellement hâte d'aller manger un McBurger. Puis il vient de manger du caribou, puis de la perdrix, puis du saumon. Et voilà. Donc c'était des enseignements, j'avais des moments très forts, des moments très chouettes. Ouais, puis voilà. Oui, donc à la suite de ces excursions étaient, juste entamées sur ça, les excursions étaient un moyen de montrer aux étudiants comment c'était extraordinaire, en quelque sorte, la façon dont on était reçus. Et quand il y a eu, je vais parler un petit peu d'Oka, parce que quand Oka est arrivé, j'avais déjà fait mes recherches donc, pour l'Atlas historique du Canada. Je trouvais que j'avais pour les réserves d'Oka, Kanawake et environ, déjà mes chemises étaient prêtes avec des cartes, j'avais des documents, etc. J'avais tout ce qu'il fallait pour écrire un article. Donc j'ai fait un article qui est paru en 2 parties dans Le Devoir, que j'ai écrit en quelques jours, mais j'avais apporté des documents, des sources primaires, y compris des sources primaires. Et j'ai fait la première partie de mon texte. J'ai, en quelque sorte, dit qu'il fallait arrêter de se battre la culpe. Parce que la culpabilité, ça n'apporte rien du tout. C'est une façon, en quelque sorte, de dégager, de dire je suis sens tellement coupable que je ne peux rien faire. Donc c'était une forme d'avertissement de la part de quelqu'un qui avait un peu d'expérience sur le terrain, etc., etc. Alors tout ce côté-là a complètement sauté parce que Le Devoir, enfin la personne qui a lu le texte n'a pas beaucoup aimé que je fasse des reproches aux Blancs, etc. Mais il y avait quand même des petits problèmes comme ça qui n'étaient pas graves. Mais en tout cas, l'essentiel du texte que j'ai fait relire par un historien réputé, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il y avait quelques erreurs typographiques, ça tout le monde en a. Donc le texte est paru, et ensuite j'avais un monsieur Moa qui m'écrivait, qui communiquait avec moi, et qui m'écrivait à ce sujet de toute façon. Et donc j'ai décidé d'écrire un texte, lettre à un ami Mohawk, qui est paru dans la revue Culture, que j'appelle le cabinet des estampes, où je reprends en quelque sorte toutes ces idées de militantisme, parce que le militantisme, je l'avais vu à l'œuvre à Wounded Knee, American Indian Movement, j'avais vu à l'œuvre aussi chez les gens, par exemple les Dénés. Les Dénés, dans les années 70, sont des gens qui ont toujours combattu. Or, j'ai des amis Dénés de Yellowknife. Et quand j'étais, par exemple, à Wounded Knee, après l'année d'après, à Trois Dogs Paradise, je disais que non, que j'étais pas française, que j'étais canadienne, donc I'm Canadian, parce que comment dire, j'étais québécois, ça voulait rien dire là-bas, là, I'm Canadian. Et on me répond, oh my God, parce que là-bas, in Canada, en particulier les Dénés, they're wild Indians. Ça, c'est les Indiens qui disaient wild Indians, parce que c'est des gens qui ne se laissaient pas abattre, qui se battaient. Et en effet, les Dénés ont toujours été réputés pour ça.
Et dans les années 80, ils venaient beaucoup se battre contre voyons, Greenpeace, parce qu'à l'époque, il y avait toute la question de la chasse des animaux et surtout la chasse aux phoques. J'avais aussi une amie Inupiat qui accompagnait, Vernita, qui accompagnait Cindy Gildea, qui était mon amie aussi. J'en parlais parce qu'elle était à cette conférence. Alors elle venait toujours ici à la maison. Et il y avait souvent d'autres personnes qui venaient, d'autres autochtones qui venaient. La maison était souvent remplie, les gens dormaient un peu partout. Parce qu'il y avait ces conférences, il y en a eu plusieurs à l'Université McGill, entre autres, où on dénonçait certaines formes de chasse, mais les autochtones chasseurs disaient oui, mais c'est notre subsistance, notre mode de subsistance, de survie, traditionnellement ce qu'on a toujours fait. Et aussi on expliquait que si on n'abattait pas un certain nombre d'animaux, il y avait des épizooties, il y avait quand même un danger. Alors c'est des gens qui étaient réputés, donc du point de vue dynamique, organisationnel pour se battre. Alors quand Oka est arrivé, on a très bien compris ce qui se passait par rapport aux revendications d'abord territoriales, qu'on arrête de mettre les Blancs à toutes les sauces, parce que c'est pas toujours, la question n'est pas toujours là. La question, elle est souvent juridique, culturellement juridique. C'est là qu'il faut la régler. Donc j'ai fait ce texte, Lettre à un ami Mohawk, où je parle un peu de toutes ces questions de militantisme, sachant très bien que quand Oka était arrivé, les autochtones canadiens avec qui j'étais allée pas plus tard, mais que j'avais connu, donc Cindy à Yellowknife, qui était venue ici au moment où il y avait eu des conférences, qui étaient venus également dans mes cours, parce que je les invitais à venir dans mes cours, il y avait aussi des autochtones qui venaient dans mes cours et tout, gueulaient contre ça, c'est-à-dire qu'il fallait plutôt aller au côté juridique, aller au côté territorial, du côté culturel des revendications interethniques qui n'en finiront jamais parce qu'elles vont durer tout le temps. Ça, c'est clair. Donc, il y avait cette question-là qui était très importante. J'ai fait donc le texte. Et puis, après, il y a eu une autre conférence qui a été donnée à Kanawake, donc autour des gens des députés européens, des députés européens qui venaient surtout des pays scandinaves. Et moi, j'ai fait un autre laïus, je suis encore dans son truc dénoncer ce côté-là, en disant de laisser les autochtones et puis d'arrêter de passer par ce côté de culpabiliser, parce qu'on savait que c'était fait, maintenant on allait passer à autre chose. Et comme les députés européens, en tout cas 2 femmes députées européennes à Kanawake autour de la table ronde, évidemment connaissent les Samés, puisque les Samés sont les autochtones de leur région, de Scandinavie et tout, mais qui gueulaient contre le comportement du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, des pauvres Québécois, gna 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 gna. Moi, je leur ai dit, écoutez, regardez ce que vous faites chez vous, et avant de venir nous dire qu'on fait ici. Eh bien, figurez-vous que les Mohawks en arrière se sont mis à applaudir et les dames députées européennes étaient furieuses. Comme ça. Alors j'ai trouvé ça très intéressant parce que si on ne dit pas ce qu'on pense, et même on peut se tromper, on va dire qu'on a raison, mais si on ne dit pas ce qu'on pense, à ce moment-là, on dit la même chose que tout le monde. Si on dit la même chose que tout le monde, on ressasse toujours la même chose, on revient toujours comme un animal qui tourne dans un gerbil, qui tourne dans sa roue, etc. Donc ça, c'était le côté que j'avais une sorte de conforté, comme c'est un anglicisme, je pense bien, par le fait que je connaissais des militantes, en tout cas amérindiennes ou autochtones, comme Vernita ou Cindy et d'autres, puis des Mohawks aussi, qui pensaient, non pas comme moi, mais qui pensaient de cette façon-là, qui correspondait en quelque sorte au questionnement que moi je me posais. C'est ça que je veux dire, tu comprends? Donc il y a eu cette affaire-là d'Oka, et puis j'ai rencontré des gens, après ça, j'ai rencontré des gens rue Bernard ou dans le coin, puis je me faisais engueuler
à cause de mon article dans Le Devoir, que quelqu'un m'a dit qu'il fallait réfléchir avant d'écrire. Ouais, c'est comme si j'avais jamais réfléchi. Il y a eu des tas de trucs à la télévision, on invitait tout sortes de spécialistes, et puis on m'a dit, toi tu viendras pas, parce que on n'a pas aimé ce que tu as écrit, et puis je me suis dit, bon, voilà, ça, tu sais, ça arrive à tout le monde. Il faut tenir, faut un peu tenir son bout, quoi, en quelque sorte. Alors, j'ai jamais rencontré l'ami Mohawk avec qui je correspondais, mais je lui ai fait une lettre qui est parue dans la revue Culture, qu'on peut trouver aussi dans le site de Monsieur Tremblay, là, de Lucac. Donc, si ça intéresse quelqu'un,